Bonjour Nathan, bonjour Adélaïde, bonjour Camille. On a la chance pour cette séance de questions autour du film I Am Greta d'avoir le réalisateur Nathan et un des protagonistes du film, donc Adélaïde Charlier, militante et écologique, si je peux écologiste, si je peux te présenter comme ça. Peut-être tu nous parleras un petit peu de ton parcours aussi. Et Camille Etienne, également voilà, presque membre de l'équipe du Festival des Arcs, mais aussi militante, porte-parole du collectif On est prêt, qui remet ce prix cinéma et engagement environnemental avec nous. Merci Nathan pour ce film qui personnellement m'a beaucoup touché, pour un film qui ouvre des perspectives et surtout qui nous permet de comprendre qui est vraiment Greta Thunberg, ce qui est important parce que on perçoit ce personnage au travers du filtre des médias, du fameux How dare you, qui quelque part donne un sentiment, une impression de ce personnage, de cette jeune femme qui est très loin finalement de la réalité. Merci pour tout ça et merci parce que ce film, comme un certain nombre d'autres films que vous trouverez dans notre thématique Déplacer les montagnes, est un film qui nous inspire pour construire un autre monde, pour nous engager plus encore pour cette transition écologique. Moi, j'ai une première question pour toi, Nathan, c'est comment tu es arrivé à cet endroit-là et à ce moment-là dans la vie de Greta? Like many documentaries, it actually started with a tip. A friend of mine knew her family a little bit and told me that she was going to do some kind of a small strike outside the Swedish government. And this was in August 2018. And we'd had a very warm summer in Sweden, and I think in the rest of the world in many parts. And she wanted to do some kind of manifestation for the Swedish election. So me and my boss had a discussion, and I've been doing films not directly about climate change, but a little bit in relation to it, and said that I would go down and do like a recce to see if it was of any interest, which is how I kind of often work. So I spent one and a half day down there filming her in the beginning and to kind of see if she was interesting. And then as the movement started to grow, I decided to continue following her because her kind of activism was taking off. Et comment, parce que j'imagine que ça devait pas être facile, as-tu réussi à créer un climat de confiance? Comment se sont fait les relations aussi avec ses parents pour qu'on te laisse vraiment rentrer dans cette famille? Voilà, comment ça s'est passé humainement et est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a pris du temps? No, but I think you're onto the spot because I think time is definitely one of the things that we as documentary filmmakers use to be able to kind of do these kinds of portraits. When it comes to the media landscape, I think nowadays more than ever, like journalists don't have the time. They only jump into a topic and into a portrait for a short time. But we as documentarians, we can go back and we can try to understand the person on a more kind of complicated level. So in the beginning, I didn't know her and I had no access to her or her family. But by going back over and over again to the strikes and then deciding to spend time also to kind of travel to some of these venues and events and speeches that she did piece by piece, I started to understand her better and also gained her trust in to kind of tell her story. Et dans tes choix de placement, de caméra, de manière de filmer, j'ai l'impression que dans ce film, on est toujours à la bonne distance d'elle, avec la bonne intimité. Comment tu as travaillé ça en tant que réalisateur? Parce que ça c'est intéressant. It's always a very kind of special balance. It's a film made in the style of cinema verite, which means that I wanted to kind of bring the audience to these specific situations instead of having lots of talking heads and experts trying to kind of explain something from the outside. I was interested in bringing the viewer to these specific moments and also maybe bringing them a little bit closer to kind of how it would sound inside Greta's world, because we're so used to being bombarded by analysis from other kind of angles about a person. But I'm always most interested in, okay, but how does this person feel like? So
I decided to film this actually by myself to a large extent. I have a background as a director of photography and worked very much with bringing the camera down to her eye level. And kind of, I'm 190 centimeters long, so I'm fairly tall, and Greta is fairly short. So I've been scrunching my back a lot to kind of be able to bring the audience down to her eye level. And this year when I followed her was a very spectacular year when lots of things happened. You saw the film now, and I tried to kind of maintain that focus throughout that process to always kind of bring the viewer and bring the camera to what she was kind of seeing. À quel moment tu as vraiment senti que finalement ce film que tu étais en train de faire sur Greta, cette jeune fille, allait prendre cette dimension internationale, cette puissance finalement médiatique et symbolique? À quel moment tu as senti que tout basculait en fait? Parce que c'est une accélération folle en fait qui s'est déroulée devant toi. I'm very happy today that I have Camille and Adelaide here with me because it's actually I'm sometimes at the office they call me the big pessimist, and I must say that when I started filming Greta, I saw this as a very much of a domestic story, and I quickly went on to feeling like, okay, let's collect the material, and this is interesting, but it's something maybe for Sweden and Norway and Denmark. But it wasn't until the strikes in Belgium and Australia started to pop up, which were two of the countries that actually started striking on a very kind of big level. And we had not only a few hundred people striking in the Nordics, but we had tens of thousands of people on the streets. And also France came fairly quickly. And when I saw those masses of children and young people marching in so kind of diverse places from Australia to Sweden to France and Belgium, then I started to understand, okay, but Greta's words and the kind of maybe the fundament of what she's saying is translating to so many other people and so many other cultures. And then I started to feel like that I wanted to spend full time on covering her story and to make this into some kind of a bigger film. Ce film montre à quel point Greta incarne finalement toute une génération. Moi, étant un petit peu loin encore des facs et des lycées, j'avoue que j'ai vu ce mouvement apparaître de loin, mais j'ai l'impression que pour toute une génération, ce mouvement a été spontané, ça a été vécu comme un moment de prise de parole et aussi de prise en main de votre destin finalement. Et je suis très heureux de vous avoir, Camille et Adélaïde, avec nous. Est-ce que vous pouvez me parler de ce moment-là, de la première fois, peut-être d'abord Adélaïde, quand tu as rencontré Greta, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as senti par rapport à ce mouvement et par rapport à finalement cette idée qu'il y avait quelque chose de l'ordre du destin dans ce qui était en train de se dérouler devant tes yeux? Ça a été, comme vous le dites, vraiment spontané en Belgique. Il y a vraiment eu quelques groupes d'amis qui ont voulu lancer cette action aussi, faire un événement sur Facebook. Ça a démarré de là, ça a démarré d'une petite vidéo, de demander aux gens de sortir dans la rue avec nous les jeudis ici en Belgique. Et ça a très vite grandi, grâce aussi peut-être à la médiatisation de Greta Thunberg, mais aussi très vite on a eu l'aide des médias ici en Belgique. Et ça a été très spontané parce que il y avait pas du tout d'organisation, il n'y avait pas d'ONG, d'association. C'était un groupe de potes qui ont lancé un événement Facebook. Et puis, quand on a vu que ça a grandi, on voulait évidemment essayer de se mettre en contact avec Greta Thunberg et on a très vite eu ce contact avec elle et se dire, il faut absolument qu'elle vienne ici. C'est elle qui nous a aidés à lancer ça. Et je pense que les jeunes ont envie de la voir. Donc, très vite, le contact s'est fait. Et quand elle est arrivée à Bruxelles, c'était magique, c'était vraiment la fan de tous les jeunes parce que c'était elle qui avait donné cette inspiration en tout cas. Et donc, c'était incroyable. Je pense que c'était vraiment ce que les jeunes attendaient, de dire merci parce que tu as réveillé le monde entier et tu nous as réveillés aussi, tu nous as montré ce qui était possible parce que je pense qu'il faut vraiment être créatif et il faut avoir une certaine audace pour commencer des grèves comme celle-là. Et c'est grâce vraiment, encore une fois, à la diffusion des médias, à la diffusion des réseaux sociaux aussi, qu'on a réussi à très vite développer un mouvement international aujourd'hui. Et donc, c'est magique et c'est encore magique aujourd'hui. En tout cas,
Voilà, j'aurais adoré être parmi vous et vivre ce moment voilà, d'engagement spontané. Toi, Camille, depuis la France, comment tu as vécu ça? Comment ça s'est passé ici en France? Moi, j'étais en Finlande, donc j'étais en train d'étudier. J'étais pas très loin finalement de Greta. J'étais en Finlande en train d'étudier la nature pour mieux pouvoir la défendre dans une fac d'agroforesterie justement quand tout ça a commencé. Donc, quand je suis rentrée après en France que je me suis vraiment mis dans ces mouvements-là. Mais ce que je trouvais très beau, c'était la manière dont chaque pays, chaque culture s'appropriait un peu ce combat. En France, on avait vraiment cet amour pour la démocratie, l'horizontalité, essayer de chercher aussi de questionner les modèles d'organisation. Et donc, ça a été une grosse partie du mouvement. Chaque pays s'est un peu saisi aussi de ses priorités. On en parlait avec Adélaïde, quand il y a des mouvements en Roumanie, en Bulgarie, c'est très différent. L'inaction de leur gouvernement sur les questions environnementales sont très différentes de ce qui se passe en France. Par exemple, là, les jeunes se saisissent beaucoup la Convention citoyenne pour le climat. Donc, ce qui est beau, c'est de montrer que chaque pays veut avancer, on veut tous avancer pour ces fameux accords de Paris, on a tous en ligne, et puis là, ça fait les 5 ans, donc genre, une petite couche, on fête les 5 ans de la COP 21. Donc, on a tous ça en tête, cette ligne, et ce qui est beau, c'est de voir comment, en fait, on arrive à, en ayant le même objectif en tête, s'approprier en fonction de nos cultures, en fonction de nos caractéristiques environnementales de chaque pays. Donc, c'est ça que j'ai trouvé très, très beau. Et la première fois que j'ai rencontré Greta, j'étais avec Adélaïde. Et c'était pour demander un Green Deal ambitieux. Justement, il y avait tous les ministres de l'Environnement qui étaient là, le vice-président de la Commission européenne. Et on s'est retrouvés à passer 2 jours. Il pleuvait des cordes et on était là, je me rappelle, dans le froid. Il y avait beaucoup de médias, heureusement. Et en fait, on était là à demander à ce qu'ils votent. Ils étaient en train de discuter, savoir combien de pourcents on réduisait ou pas. On était là, des jeunes de partout d'Europe, on était une quarantaine. Et c'était des super moments à chanter les mêmes chants qu'on avait, mais chacun dans nos langues. C'est là que je me suis rendu compte que ce qu'on vivait, c'était un truc qui allait vraiment au-delà des frontières et que c'était un beau moment de l'histoire, en fait, qu'on était en train de vivre. Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous donne la parole, mais qu'on vous entend pas? Parce que quelque part, dans ce film, il y a quand même, on ressent la douleur, d'ailleurs, la force des attaques sur le message, et en particulier le messager, hein, puisque vraiment, c'est des attaques très personnelles. Est-ce que vous avez subi, et je sais que Camille, toi, en France, parfois, tu subis aussi ce genre d'attaque. Est-ce que vous, personnellement, toutes les deux, Adélaïde aussi, vous avez eu ce retour assez violent qui est en fait finalement une résistance de la société, d'une classe politique, finalement une catégorie aussi de personnes au pouvoir contre ce changement. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que c'est dur à vivre? On a vécu et on le vit encore aujourd'hui, évidemment, c'est cette résistance contre le changement. Et je pense que tout changement, on remarque une certaine résistance parce que c'est toujours difficile, évidemment. Et le message qu'on amène, on est conscient qu'il n'est pas facile à entendre. On aimerait bien ne pas devoir l'amener, ne pas devoir le mettre au centre de l'attention parce que c'est pas quelque chose de nécessairement agréable. Mais par contre, ce qui est agréable, c'est de pouvoir rêver de ce nouveau monde, c'est de pouvoir commencer à discuter de là où on peut aller, de cette transition, c'est quoi nécessairement en fait qu'on doit faire. Et tout ça, en fait, je pense que c'est ce qui nous fait rêver encore en tant qu'activistes, de se dire en fait ce changement de monde, entre guillemets, ce changement, il peut être très positif, il peut donner envie, etc. Donc, je pense qu'on essaie de rester un maximum positif. Et face aux gens qui ne veulent pas changer, il y a un moment donné, on doit aussi dire, en fait, soit on change et on essaie de prendre le minimum, enfin, l'avance qu'on peut encore prendre aujourd'hui, même si on est un peu en retard. Et puis, ou alors, ça sera la nature qui changera pour nous et ça se passe déjà aujourd'hui. On va devoir changer, peu importe si c'est nous qui décidons ça ou si c'est la nature qui le fait, qui le décide. Et nous, on espère pouvoir diminuer un maximum les dégâts. Donc, ce qui est le plus difficile, je pense, et là où il y a le plus de résistance, c'est principalement ici en Europe face à des personnes qui évidemment ne font pas face aux conséquences climatiques, d'ailleurs comme principalement nous tous, en tout cas pas aux conséquences dramatiques de l'urgence climatique. Et donc là, c'est plus difficile à évidemment convaincre parce qu'on doit essayer d'amener les histoires qui se passent dans différents pays du monde ici en Europe et en plus de ça dire qu'on est les premiers responsables et qu'on est les premiers à devoir changer
Donc, je pense que c'est un message qui est aussi difficile à imaginer, à prendre en compte. C'est pas du tout comme le coronavirus où on dit il y a autant de morts dans les hôpitaux. Là, maintenant, aujourd'hui, à côté de chez nous, c'est une crise internationale. Donc, c'est très difficile à partager. Mais je pense que le film, par exemple, I Am Greta, peut vraiment aller aider à chercher les gens qui ont du mal à comprendre l'histoire, qui ont du mal à comprendre ce qui se passe et pourquoi c'est si urgent. Et ça nous mène à travers une histoire qui est beaucoup plus agréable à regarder. Donc j'espère que ça aide aussi les gens qui sont un peu plus sceptiques face à cette crise, quoi. Camille, tu nous partages ton expérience aussi ou... Oui, bah, bien sûr, mais c'est surtout que ce que m'avait dit Fabienne, c'est Fabienne aussi du festival qui m'avait parlé de cette fameuse courbe du deuil. Et ce que je répète souvent, c'est qu'en fait, on doit aussi faire le deuil du vieux monde et de toute une. Nous, en tant que jeunesse, c'est peut-être plus facile parce que quelque part, on n'est pas attaché autant qu'une autre génération à toutes ces valeurs, cette valeur du travail exacerbé, cette valeur de la production, du capitalisme. Et en fait, nous, on a c'est peut-être un rêve qui n'est pas vraiment le nôtre, qu'on essaie de nous inculquer, mais qu'on a du mal à s'approprier. On vit un peu une sorte de génération schizophrène où à la base l'éducation, on est censé recevoir des générations d'avant, de nos parents, des armes pour affronter le monde et pour y survivre. On nous montre le feu, on nous dit attention, si vous vous touchez, vous allez vous brûler. Là, ce qui est très perturbant, c'est que c'est un peu l'inverse. Si on suit exactement ce qu'on nous propose, ce modèle qu'on nous propose, en fait, on court à notre propre perte. Donc, il y a un peu ça qui est compliqué. Et donc, dans cette fameuse courbe du deuil, il y a cette idée de dire que pour faire ce deuil du vieux monde, on passe par des étapes qui est d'abord le déni, la colère. Donc, quelque part, je pense que c'est juste une réaction à un changement qui est inévitable, comme le disait Adélaïde, et que, en fait, nous, on fait que on ne met pas sur la table des idéaux. Là, ce qu'on propose, on ne cherche pas à convaincre. On met juste sur la table des faits scientifiques et on décide de les voir ou pas. En fait, c'est juste ça. Soit on ouvre les yeux et on décide de s'adapter, soit on va se les prendre en pleine face. Donc, on sait que c'est pas agréable à entendre, mais simplement, il faut avoir un peu le courage d'ouvrir les yeux. Et c'est pas toujours évident de se prendre, en effet, en tant que parce qu'on reste des personnes, je pense, toutes celles qui sont en tout cas le groupe des filles et puis tous les autres qui sont engagés sont des personnes sensibles parce qu'on est sensible au monde qui s'effondre, à d'être le fait d'être vivant dans cette nature qui se meurt. Donc je pense que puisque c'est parce qu'on a cette extra sensibilité qu'on s'est engagé et donc du coup on est aussi extrêmement vulnérable et donc en fait se prendre quotidiennement des insultes extrêmement violentes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, être jugé constamment par des milliers de personnes quotidiennement, c'est pas évident et en même temps je pense que quelque part, c'est de dire aussi que c'est pas ce qu'on dérange que on disait souvent que chaque vérité, enfin Schopenhauer disait que chaque vérité passe toujours par 3 étapes. D'abord, elle est ignorée, donc avant, on ne nous invitait même pas sur les plateaux télé. Ensuite, elle est combattue, moquée, ridiculisée. Je crois qu'on est là, concrètement, le fait qu'on nous invite au MEDEF ou même ailleurs, bah, ça montre que en fait, concrètement, on commence à écouter cette jeunesse, qu'elle dérange, et donc on essaie de se battre contre ces idées-là. Et puis, un jour, j'espère rapidement, elle est acceptée comme ayant toujours été une vérité. Donc, je pense que voilà, on est sur cette courbe-là, que c'est pas facile à vivre et en même temps, on reste quand même extrêmement privilégié parce que se prendre quelques insultes sur Twitter, ça fait pas plaisir. Mais en attendant, il y a des jeunes de notre âge du bout du monde qui, eux, se tapent les sécheresses, l'immigration climatique, qui meurent des vagues de chaleur. Donc, je crois que en vrai, j'ai un peu du mal à me plaindre de ça parce que je me dis qu'en vrai, ça va. Et c'est vrai que Nathan, toi qui as suivi vraiment Greta à ce moment-là, c'est quand même particulier de se retrouver presque insulté par les présidents les plus puissants du monde. Il y a quelque chose que je trouve, alors je ne sais pas, j'utilise des grands mots, mais il y a un côté un peu Jeanne d'Arc en fait quelque part, et ce côté sacrifice quelque part pour que finalement les idées passent. Comme s'il fallait quelque part que quelqu'un concentre à un moment donné ce feu et ce que tu disais tout à l'heure, Camille, cette colère, ce déni, pour que derrière les idées puissent enfin passer, parce qu'il y a toujours ce premier choc et en fait quelque part elle a incarné et elle a encaissé ce choc et je te pose cette question puisque tu es proche d'elle. Est-ce que finalement elle a réussi parce qu'elle avait cette personnalité si particulière et peut-être aussi son Asperger qui la protégeait d'une certaine manière de la violence des coups. I wouldn't say that a diagnosis necessarily protects someone, and I wouldn't also just boil her down to one diagnosis. She's of course very much more than that. But I think what is
true, and what both Camille and Adelaide has been kind of touching upon is, of course, that when it comes to this specific question, and also when it comes to the criticism of Greta, I think it has come down a lot to attacking her personality traits over and over again. And why do you do that? Of course, because the facts and figures that she and many of these young protesters are presenting is actually kind of common statistics. It's not something unusual, you know. It comes from some of the big UN reports. It's not that controversial in the sense of the science of it. So either you have to attack that and, you know, what she speaks about, and the other option you have is you attack her and her personality. And by doing that, you're diluting the focus from the specific facts that are presented. And I think this is a lot of what is being done. And I think Greta has been fairly good at not kind of sticking to that, those attacks. And I think it's also something which I've been so interested in following many of these young climate activists, that many of them are coming from what we call the Generation Z. They're, you know, they've been growing up with social media. Their phones are like a part of the infrastructure that they work within. And I think many young people have understood that these attacks on the social media from anonymous accounts, of course, they should be treated, and they should, of course, be addressed to the police if they are threatening. But you don't need to kind of take that too much in consideration, but focus on your activism instead. And that's something that I've seen that she's done. Et alors, le prochain combat en ce moment-là, c'est quoi pour vous? Déjà, Adélaïde et Camille, sur quoi vous vous battez en ce moment? D'ailleurs, on se bat ensemble ces derniers mois. C'est ça qui est vraiment chouette, c'est que grâce dans ce mouvement, on arrive à vraiment travailler ensemble et créer ce travail de groupe qui est vraiment super chouette. Pour le moment, on se concentre principalement, enfin, en tout cas ensemble, au niveau européen, parce qu'il y a énormément de décisions qui sont prises, qui sont cruciales pour les prochaines années, et surtout qui sont cruciales pour atteindre les accords de Paris. Par exemple, pour le moment, la politique agricole commune, qui est cette politique qui touche notre agriculture en Europe et qui est exactement la même qu'il y a 7 ans, c'est-à-dire un tiers du budget qui retourne dans les énergies fossiles, 80% du budget qui va seulement à 20% des fermiers, etc. Et donc, c'est cette politique agricole commune qui aide vraiment plutôt l'industrie agricole et pas une agriculture plus locale, une agriculture des fermes à taille humaine, et donc qui n'aide pas cette transition d'agriculture qu'on a besoin aujourd'hui. Donc on se bat là-dessus, mais on se bat aussi sur, par exemple, l'objectif des réductions de CO2 pour 2030 qui va être voté d'ailleurs cette semaine au Conseil européen. Cette semaine, il y a un Conseil européen qui est crucial parce qu'il y a énormément de décisions qui sont prises. Aussi le budget, comment est-ce qu'on va financer cette transition. Donc là, on travaille vraiment ensemble aussi à un niveau européen. Et puis, ici, à un niveau belge, on vient d'avoir notre nouveau gouvernement. Du coup, il y a énormément de travail à faire et il y a de la pression à mettre. Donc, on continue notre pression. C'est vraiment très difficile parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on faisait de mieux, c'est-à-dire être des milliers dans les rues de notre pays. Mais ce qu'on fait, du coup, c'est se mobiliser un maximum sur les réseaux sociaux, utiliser les talents qu'on a en tant que jeunes de ces réseaux sociaux, aller atteindre les médias. Mais évidemment, on ne peut pas le nier, on a moins d'impact qu'auparavant parce que les médias nous aident pas toujours dans cette transition sur les réseaux sociaux. Et donc, on a besoin encore d'aide pour diffuser les informations et les messages que les jeunes essayent de mettre en avant. Depuis les marches de Greta, depuis cette commentaire, en fait, il y a quand même une partie de la population qui s'est réveillée. Alors, on a été dehors, on a signé des pétitions, on a marché dans la rue, on a fait tout un tas de choses, on a partagé plein de choses sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, il va falloir être plus massif, plus organisé, plus structuré pour avoir un impact plus grand. Parce qu'il faut qu'on soit ambitieux, la situation nous le demande. Donc, on partage en fait plein
on a envie de partager plein d'associations qui, il y en a pour tout le monde. En fait, ce qu'on dit, c'est que nous, on n'a pas de diplôme pour être devenu activiste. On a appris sur le tas et on a chacune nos spécificités. Il y en a qui aiment, moi, c'est de l'art, donc j'aime beaucoup écrire, tourner des vidéos, enfin voilà, jouer, être sur scène. Ça, c'est une manière d'être activiste. On aime avec Adélaïde aussi être dans le lobby, dans la confrontation politique. D'autres aiment moins faire ça. On a aussi besoin de réalisateurs courageux. On a besoin d'avocats pour aller titiller dans les lois, porter plainte contre les projets climaticides, etc. Donc en fait, moi, mon projet de fond, c'est quand même ça, c'est de dire à tout le monde, on peut tous être activistes, c'est pas un métier, c'est un rapport au monde, c'est un rapport d'indignation, un rapport d'intranquillité face à ce qui se passe en fait, et à la situation, et à dire, on fait cet effort de tout le temps allumer nos cerveaux, de pas s'endormir par le confort, et donc d'essayer de constamment questionner le monde et aller voir jusqu'à où on pose notre ligne rouge, où est-ce qu'on décide en tant qu'humanité de poser notre ligne rouge, et quand est-ce qu'on la dépasse ou pas, quoi. Et dès qu'on la dépasse, se dire, on s'indigne, on se lève et on y va. Donc ça, c'est vraiment le combat de fond. Et après, au niveau local, il y a quand même la Convention citoyenne pour le climat, où ça, c'est mon gros... Enfin, c'est pas mon truc du moment, mais c'est l'actualité du moment où le gouvernement est censé transformer ça en projet de loi, et c'est un petit peu en train d'être affaibli. Donc on est là pour rappeler avec Cyril Dion, avec d'autres, qu'il faut être ambitieux. Voilà. Merci. Et Nathan, toi, ton film sort en début d'année. Alors évidemment, avec la réouverture des salles, les dates ne sont pas encore peut-être complètement claires. J'espère que tout le monde pourra le découvrir en salle au plus vite. Et toi, j'entendais tout à l'heure que tu as déjà lancé un autre documentaire, c'est ça? Yeah, I'm working on a few different projects now at the moment. I had some. It's been a lot. It's been so fantastic with the film going all over the world to film festivals, and me spending lots of time talking to you guys like this. But I've had some time to start doing research for a few new projects, and I just wanted to add to what both Camille and Adelaide said, in the sense that everyone can make a difference, and you've seen the film, and you can see that the truth of what Greta has always been saying, that no one is too small to make a difference, really matters. And so use your talent and use what you are good at. And I can also say that I've been traveling around Europe and meeting so many of these Fridays for Future and then School Strike for Climate activists, and it's such a beautiful environment to jump into if you're interested in activism. And if you're watching this, maybe you're really interested in skiing and spend a lot of time on in the Alps and on skis, and then I think you should really look up what climate change means for you and become active. Merci pour ces beaux messages, et merci pour ce beau film, et merci à vous trois d'avoir répondu présent aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt, peut-être aux Arcs, dans la montagne, l'année prochaine, quand on pourra y être pour de vrai. Et voilà, au plaisir de vous recroiser bientôt. Toi, Camille, ce sera encore plus vite. Bon, et merci beaucoup. Merci.